Bonsoir à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. C'est la chaîne qui, avec vous, partage toute la passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature et qui vous permet de jour en jour de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et avec ma petite femme Nicole, ma petite jardinière, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir ce soir pour le numéro 369 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, avec vous et grâce à vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions. Bien entendu, c'est avec Nicole que nous sélectionnons ces questions et nous avons retenu pour aujourd'hui celle d'Alméric 56 qui nous demande « Quelle différence y a-t-il entre l'arôme des bois, l'arôme des jardins et le calla ? Je trouve que ces plantes se ressemblent beaucoup. » Eh bien, notre internaute a tout à fait raison parce que ces plantes appartiennent à la même famille, celle des Aracées. Une famille qui a été créée par l'incontournable Antoine Laurent de Jussieu en 1789 et qui comprend aujourd'hui 140 genres et 4075 espèces. Et la confusion que l'on fait parfois avec les noms populaires vient des Antedéchias, qui sont couramment appelés arômes ou calla, alors que ce sont des plantes différentes au niveau botanique. Alors je vous propose que nous regardions en détail ces trois genres différents, à commencer par arôme, évidemment genre créé par Linné en 1753, et qui est la forme latinisée du nom grec de ces plantes, qui était appelé aron. Le genre arôme compte 27 espèces, elles sont originaires d'Europe, d'Afrique du Nord, d'Asie occidentale et centrale. Et la plupart des arômes étant originaires de la région méditerranéenne, on va trouver surtout dans notre pays, et ceci de façon sauvage, l'arôme d'Italie, Arum italicum, que l'on appelle communément le gouet, nom qui dérive du latin gubia, qui désigne la gouge. Vous savez, cet outil de forme concave que l'on utilise notamment pour cueillir les asperges, eh bien parce que la spathe de la fleur est enveloppante et peut évoquer éventuellement cet outil. Cet arôme italicum, qui a été décrit et nommé en 1768 par le botaniste écossais Philip Miller, se rencontre assez couramment à la lisière des forêts, parce qu'il aime assez bien l'ombre. Et c'est une vivace tubéreuse qui développe une touffe de feuilles de 30 à 40 cm de haut, qui sont sagittées, c'est-à-dire en forme de fer de lance, ou lancéolées, un petit peu plus ovales pointues, et veinées de blanc. Ces feuilles sont présentes sur la plante de décembre à mai, et puis le mois de juin voit apparaître une spathe en forme de capuchon blanc verdâtre qui mesure entre 15 et 45 cm et qui protège un spadis, c'est-à-dire l'inflorescence spécifique des Aracées, tubulaire, généralement cylindrique, parfois un petit peu ovoïde, et qui réunit à la fois des fleurs femelles à la base et des fleurs mâles dans la partie supérieure. La floraison va être suivie de baies d'un rouge vif orangé très brillant et qui persiste jusqu'à l'apparition des nouvelles feuilles en fin de saison. L'arôme d'Italie peut tout à fait être cultivé au jardin, dans un endroit ombragé, comme je vous le disais, sol très humifère. Et on a notamment le cultivar marmoratum, que l'on trouve aussi parfois sous le nom de Arum italicum pictum, et dont les feuilles vert pâle sont joliment veinées de blanc. Voyons maintenant le genre calla, que l'on doit à Linné en 1753. Et là, il n'y a qu'une seule espèce, c'est ce qu'on appelle un genre monospécifique ou un genre monotypique, Calla palustris, plante qui est surnommée le faux arôme ou l'arôme d'eau, parfois arôme des marécages ou même griffe de squaw. Et le nom Calla dérive du grec kallos, qui signifie beauté, et du latin palus, qui désigne le marais ou l'étang, Calla palustris. Parce que c'est une plante vivace semi-aquatique qui a un gros rhizome et que l'on va voir en abondance dans l'hémisphère nord, poussant dans les tourbières ou dans les étangs, et en France, plus particulièrement dans les tourbières des Alpes et du Jura. Selon le climat, les feuilles vont être persistantes ou caduques, elles sont donc ce qu'on appelle semi-persistantes, et elles sont portées par un pétiole charnu, engainant de 10 à 20 cm de long. Ces feuilles ont une forme de cœur, mais qui s'effile en pointe, et elles mesurent entre 6 et 12 cm environ.
À partir du mois de mai et jusqu'en août vont se développer des inflorescences formées d'un spadis de forme ovale de 4 à 6 cm de long, protégé par une spathe blanc-crème. Après pollinisation, on va obtenir une fructification qui est une grappe de baies rouge très vif. Et chaque baie contient plusieurs graines. Vous pouvez parfaitement cultiver Calla palustris dans un bassin de votre jardin en enterrant le rhizome de 10 cm et sous un couvert d'eau d'environ 5 cm. Le genre Zantedeschia a lui été créé en 1836 par Kurt Polycarp Joachim Sprengel, un botaniste autrichien, en l'honneur de Giovanni Zantedeschi, qui était un botaniste et médecin italien originaire de Vérone. Et la nomenclature botanique internationale reconnaît aujourd'hui 8 espèces dans le genre Zantedeschia, toutes originaires d'Afrique du Sud. On va cultiver le plus couramment dans nos jardins Zantedeschia aethiopica, que l'on a appelé parfois Richardia, un nom que le botaniste allemand Karl Sigismund Kundt lui avait donné en 1818. Toutefois, on va plutôt donner à la plante le nom commun d'arum d'Éthiopie ou de Calla blanc, d'où la confusion courante entre Arum Calla Zantedeschia. Notre Zantedeschia aethiopica est aussi une plante vivace rhizomateuse qui forme une grande touffe dense de 60 cm jusqu'à 1 mètre de haut, composée de feuilles persistantes dans les climats doux, sagitées, vert foncé. Et puis du printemps à l'automne va se succéder une abondante floraison d'inflorescences avec des spadices jaunes qui sont entourés de spathes généralement blanches, mais qui peuvent prendre plein de couleurs différentes selon les cultivars. Et ces inflorescences mesurent environ 20 cm de long. Cette plante d'origine sud-africaine, comme je vous le disais, est quand même assez rustique, autour de -10, -12 degrés. Je viens de l'évoquer, mais il faut le préciser, il existe beaucoup de cultivars d'arum d'Éthiopie. Certains d'ailleurs sont uniquement proposés par les fleuristes, parce que ce sont des plantes très élaborées, avec des couleurs assez invraisemblables parfois. Et je vous propose d'en découvrir rapidement quelques-uns qui, eux, vont pouvoir être cultivés au jardin. Attention, uniquement dans les climats doux, parce que là, sur les cultivars colorés, la rusticité est autour de -7 degrés. Black Magic et Black Star ont des fleurs d'un pourpre foncé presque noir. Carmine Red porte des petites taches blanches sur les feuilles et des spathes rouge-pourpre. Green Goddess, lui, a des rayures vertes sur les spathes largement épanouies et qui durent bien plus longtemps que la plupart des autres cultivars. Quant à Picasso, il a des feuilles ponctuées de taches blanc-crème et ses spathes sont roses ou vert ombré de rose à l'extérieur et rose bordé de blanc à l'intérieur. Et puis il y a un autre Zantedeschia que l'on rencontre couramment, le Zantedeschia jaune, l'arôme jaune, ou Calla jaune aussi, Zantedeschia eliotiana. Une plante qui a d'abord été appelée Richardia en 1892 par le botaniste et horticulteur britannique William Watson, avant d'être placée dans la classification valide d'aujourd'hui en 1915 par le botaniste allemand Adolf Engler. C'est une plante originaire de la province du Mpumalanga en Afrique du Sud, mais qui semble ne plus être présente dans la nature. En revanche, elle est largement cultivée. Elle forme une touffe de 60 cm de haut, donc plus compacte que l'espèce Aethiopica, et dont les feuilles sont systématiquement tachetées de blanc. La floraison est estivale avec une spathe jaune marquée de violet à la base et qui entoure un spadis jaune. La plante est moins rustique, pas moins de -5 degrés. Alors vous pouvez bien sûr la cultiver en intérieur, ça sera sans doute préférable. Les Zantedeschia apprécient une exposition ensoleillée, mais ils réussissent aussi à mi-ombre, à condition que le sol soit consistant, riche, humide, bien amendé en fumier décomposé. On peut même les installer l'été, si vous le voulez, dans un bassin en immergeant le pied d'environ 5 cm. Attention quand même, dans les régions aux hivers froids, il faudra protéger la souche par un bon paillis et elle va perdre ses feuilles et donc vous pouvez couvrir l'ensemble avec des feuilles mortes par exemple. Quant à la multiplication, elle est assez simple, une division de touffe après la floraison. Je vous propose de terminer l'émission avec un comportement très étonnant qui a été observé dès 1778 par le naturaliste français Jean-Baptiste de Lamarck, qui a observé que l'inflorescence de l'arôme d'Italie
produisait de la chaleur. Et en effet, au moment de l'épanouissement de la fleur, le spadis s'échauffe jusqu'à 19 degrés. Et généralement, il dépasse la température ambiante. Et ce phénomène que l'on appelle la thermogénèse est dû en fait à une consommation rapide par la plante d'hydrate de carbone. C'est généralement de l'amidon qui a été stocké dans le rhizome. En fait, c'est une nourriture de réserve. Et cette chaleur permet de vaporiser des composés volatiles odorants, mais dont l'odeur est plutôt fécale, parce que la plante cherche à attirer des diptères, c'est-à-dire des mouches et des moucherons, qui vont assurer sa fécondation. Mais comment? Vous allez voir, c'est tout à fait étonnant. En effet, l'extrémité supérieure du spadis porte un anneau de poils qui va piéger les insectes lorsqu'ils pénètrent à l'intérieur du cornet de la spate. À ce moment-là, seules les fleurs femelles qui sont situées à la base du spadis sont réceptives. Et si les insectes qui ont été piégés ont déjà été visiter une autre fleur, eh bien leur corps, qui généralement est couvert de poils, est également couvert de grains de pollen. Donc en cherchant une issue à l'intérieur de cette fleur piège, ils vont se frotter sur les fleurs femelles et les féconder. Les insectes vont rester piégés tout le temps de la fécondation. Et à ce moment-là, les fleurs mâles vont se mettre à mûrir également et elles vont saupoudrer de pollen les insectes qui vont pouvoir enfin s'échapper parce qu'à ce moment-là, les filaments qui se situaient à l'extrémité du spadis vont faner et libérer une porte de sortie. Le temps nécessaire à la pollinisation étant d'environ 2 à 3 jours, eh bien, il est fréquent que l'on trouve des insectes morts au fond de la spate parce que beaucoup d'entre eux sont assez éphémères. Et cela, ça a fait croire pendant très longtemps que les arômes étaient des plantes carnivores. Mais en réalité, la plante ne produit absolument aucune enzyme digestive. Donc c'est simplement un piège d'amour. Petite chose aussi à savoir, c'est que toutes les plantes que je viens de vous présenter sont toxiques, du moins à l'état frais, parce qu'elles contiennent de l'oxalate de calcium sous forme de raphides, qui sont des cristaux en forme d'aiguille et qui peuvent vraiment faire des lésions au niveau des muqueuses. Et puis comme je commence à prendre goût à vous écrire quelques vers pour terminer nos émissions, eh bien je vous propose aujourd'hui ceci. En lisière d'une forêt sur la route de Rome, dans son capuchon blanc, se pavane la Rome. Une triste odeur putride affecte l'odorat. Notre candide arôme suinte cet étrange arôme pour séduire la mouche d'un bien trompeur contrat. Dans un piège d'amour très ingénieux en somme. Et son rôle fécondant, une bonne fois terminé, l'insecte libéré s'envole papillonné. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez été intéressés par ces arômes, ces callas, ces anthédéchias qui en fait sont des plantes assez voisines mais qui ne se cultivent pas de la même façon. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. C'est grâce à vous que de jour en jour, nous réalisons, nous constituons ensemble, vous et nous, une superbe encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo qui aujourd'hui compte plus de 20 heures en continu. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.